Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle deck tech où aujourd'hui je vais vous présenter ma version de Islander Bully, euh, Islander Bullander comme on dit, que j'ai joué aux nationaux mais aussi à la PTI du lendemain avec laquelle j'ai fait un score plutôt honnête, j'ai réussi à aller jusqu'en top 8 et j'ai perdu en quart de finale. Euh, Prenez en compte que la liste que je vais vous présenter est une liste que j'ai jouée, mais avec laquelle j'ai assez peu d'expérience. J'ai pris des décisions, j'ai enlevé des cartes, j'en ai ajouté d'autres, mais ne considérez pas ces changements comme une version définitive, non, ni comme la version la plus approfondie du héros, mais plutôt des choses que j'aimerais essayer, des choses que j'apprécie, des choses que j'aimerais vous faire découvrir, et qui méritent peut-être votre attention. Si vous voulez plus d'informations sur Islander, si vous êtes intéressé par le héros, n'hésitez pas à regarder cette deck tech évidemment, où je vais rentrer dans les détails, vous présenter le personnage, les spécificités du deck, etc., etc. Mais aussi à chercher sur internet d'autres créateurs de contenu ou des listes qui ont déjà performé et qui ont déjà brillé de mille feux. Sachez que l'idée de cette liste n'est pas la mienne évidemment, elle est celle de Michael Hamilton qui a théorisé et popularisé le concept de Bullander, dont le but est d'utiliser le plus possible votre main avec une quantité de value au tour par tour qui va toujours être supérieure à celle de votre adversaire. Vous allez avoir des grosses attaques à faire pendant votre tour, et de la disruption, et des cartes Ice et des dégâts d'arcane pendant son tour. Vous allez utiliser le plus possible toutes les cartes de votre main, et vous allez généralement bloquer avec une carte, pitcher l'une pour jouer l'autre, et arsenal la dernière, pour ensuite au tour d'après, pitcher une carte pour jouer la carte de votre arsenal, en garder une pour bloquer, etc. etc., etc. De toute façon, il y a un flow qui est assez particulier avec Islander. Si un jour vous prenez le héros en main, vous comprendrez à peu près de quoi je parle. Du coup, on va passer sur le héros. Alors, le plus important avec Islander, c'est que c'est une Elemental Wizard héros, qu'elle ne peut jouer que des cartes Ice, qu'elle a 4 points de vie, 4 points d'intellect, excusez-moi, et 36 points de vie, et elle a surtout deux lignes de texte qui sont très importantes. La première, c'est si ce n'est pas votre tour, vous pouvez jouer les cartes non-attaque bleues de votre arsenal comme si c'était des instants. Du coup, ça vous permet de jouer toutes les bleus de votre deck, en fait, généralement, de blaster votre adversaire parce que l'essentiel de ces bleus, en fait, vont vous faire des dégâts d'arcane, généralement. Mais parfois, ça va être d'autres choses, comme par exemple des Channel Lake Frigid, ou d'autres cartes qui vont venir gêner le plan de jeu de votre adversaire. Et pour gêner le plan de jeu de votre adversaire, vous avez la deuxième ligne de texte qui dit à chaque fois que vous jouez une carte Ice pendant le tour d'un adversaire, créez un Frostbite sous son contrôle. Et ça, du coup, c'est votre deuxième arme. C'est ce qui va vous permettre en fait de survivre. Parce que, comme je vous ai expliqué, vous êtes un deck qui va assez peu bloquer en fait. Vous allez assez peu mettre de cartes devant les attaques de votre adversaire, mais par contre vous allez le gêner. Vous allez faire en sorte que la carte que vous jouez pendant son tour, et qui va représenter des dégâts, et qui va vous permettre d'activer votre bâton, etc., etc., soit aussi une carte qui va empêcher votre adversaire de vous agresser plus qu'il ne le faisait déjà, et donc va permettre à votre défense d'être la plus efficace possible. Du coup, pour présenter Islander, il faut présenter son bâton. Le bâton d'Islander, c'est Waning Moon. C'est un bâton de wizard à deux mains qui a, une fois par tour en instant, vous pouvez payer 2 ressources pour faire 2 dégâts d'arcane au héros ciblé. Et si ça n'est pas votre tour, vous infligez 3 dégâts à la place. Vous ne pouvez activer Waning Moon que si vous avez joué une non-attack action card ce tour-ci. Du coup, vous comprenez que la première ligne de texte d'Islander qui vous permet de jouer les non-attaques bleues de votre arsenal pendant le tour de votre adversaire prend tout son sens quand on a Waning Moon. Et un des patterns de jeu les plus communs avec le héros va être de jouer la non-attaque de votre arsenal pendant le tour de votre adversaire. Généralement, elle va avoir un effet, présenter des dégâts d'arcane, surtout mettre un frostbite, parfois gêner son arsenal, parfois regarder sa main, etc., etc. Et il va vous rester 2 ressources que vous allez pouvoir investir dans le bâton pour présenter 3 points de dégâts. Avec Islander, vous voulez en permanence être à la parité, si on peut dire ça, au niveau des points de vie. Vous voulez toujours avoir plus de points de vie que votre adversaire si possible, mais jamais beaucoup moins que lui. Vous voulez être un peu sur le même plan à chaque fois. Et en fait, faire baisser ses points de vie en même temps qu'il fait baisser les vôtres. Et utiliser vers la fin de la partie les Stormstriders pour combler la distance qui vous reste à parcourir avant d'achever votre adversaire. Et Waning Moon sert exactement à ça. Ça va vous permettre, en plus de gêner votre adversaire avec des petites non-attaques qui lui mettent un frostbite, etc., etc., lui présenter des dégâts, gratter des points de vie, prendre des informations aussi. Par exemple, une des leçons que j'ai apprises et qui
pour moi est très importante avec Iyslander si vous voulez commencer à la jouer, c'est d'utiliser la capacité de votre bâton pour obtenir des informations sur la suite du tour de votre adversaire. Je rentrerai un petit peu plus dans les détails sur pourquoi du comment on peut utiliser le bâton de cette manière-là. Du coup, je vais assez rapidement parler de la deuxième carte la plus importante du deck pour Iyslander, à mes yeux, Stormstriders. Alors vous savez que je joue Wizard, vous savez que j'aime bien ce genre de bidule, parce que ça permet de faire un peu n'importe quoi quand on veut. Stormstriders, qui du coup sont des bots de Wizard qui ont Arcane Barrière 2, ont surtout une capacité activée en instant pour une ressource, où vous les détruisez, et vous pouvez jouer votre prochaine Wizard non-attack action card ce tour-ci, comme si c'était un instant. L'intérêt de Stormstriders, c'est que vous allez tuer avec. Parce qu'en fait, vous avez des séquences de jeu dans lesquelles je rentrerai un petit peu plus en détail après, qui vont vous permettre de mettre entre 5 et 8 ou 9 points de dégâts à votre adversaire pendant son tour en réponse à son attaque. Et en fait, vous allez combiner une carte de votre main qui fait des dégâts d'arcane avec la carte de votre arsenal et votre bâton, et utiliser Metacarpus quand vous l'avez, etc., etc. Et le but, c'est d'avoir tellement descendu votre adversaire, de l'avoir tellement gêné tout au long de la partie, que vous pouvez, à un moment où il est exposé parce qu'il a dû bloquer l'attaque que vous avez fait pendant votre tour, vous allez pouvoir, en réponse à son attaque, l'achever d'un coup et régler la question. Et du coup, Stormstriders est une des cartes les plus importantes du deck pour cette raison-là. C'est la raison pour laquelle le deck est fort, en fait. C'est parce que vous avez Stormstriders, vous allez jouer un tour de plus que votre adversaire au moment que vous souhaitez. Et généralement, c'est pour le tuer. Du coup, je vais parler du plan de jeu général du deck. Les cartes dans le deck, en fait, se coupent en deux catégories, si on peut dire ça comme ça. Vous avez le côté boule et vous avez le côté lander. Le côté boule, ça correspond à des attaques physiques, généralement, qui vont être above rate. Above rate, ça veut dire que vous allez faire plus de points que vous n'avez utilisé de cartes. Si on considère que la moyenne d'une carte, c'est 3, que ce soit quand elle se pitch, quand elle bloque ou quand elle attaque, lorsque vous utilisez 2 cartes pour présenter 7 points de dégâts, la valeur moyenne des cartes que vous avez utilisées, celle avec laquelle vous attaquez et celle que vous avez pitchée, vaut 3,5. Du coup, vous êtes above rate, vous êtes au-dessus des 3 points moyens pour une carte. Et vous noterez que E-Strike, Fiendal Fighting Spirit, Raging Onslaught et Scar for Oscar sont 4 cartes qui sont above rate, par défaut. Parce que E-Strike, vous allez la jouer en mettant une carte de votre main en dessous de votre deck, et monter à 7, vous êtes above rate. Fiendal, vous allez même parfois gagner un point de vie, donc vous êtes above rate, parce que vous faites 3 pour 7. Raging Onslaught, c'est la plus basique, si on peut dire ça comme ça, mais vous allez faire 3 pour 7, et surtout elle bloque 3. Et Scar for Oscar, c'est une seule carte, mais elle fait 4 points, donc vous êtes forcément above rate. Ces cartes-là sont les cartes que vous allez vouloir jouer pendant votre tour. Ce sont les cartes qui vont vous permettre d'arracher les cartes de la main de votre adversaire pour que lorsque c'est son tour, et que du coup il ne lui reste peut-être plus que 2 cartes, parfois 3, et qu'il veut commencer à jouer au jeu, bah là vous allez répondre avec la deuxième partie du deck, qui correspond au lander du coup, qui sont toutes les non-attaques bleues que vous avez dans votre deck et que vous allez vouloir mettre dans votre arsenal pour gêner votre adversaire. Je trouve que la plus représentative des non-attaques bleues que vous pourriez avoir, c'est Aether Ale, parce que c'est une carte qui coûte 1, bloque 3 et bleu et ice, et va faire 2 dégâts d'arcane à n'importe quelle cible. L'intérêt d'Aether Ale, c'est que si votre adversaire vous attaque, vous allez, en réponse à son attaque, pitcher une bleue de votre main, jouer Aether Ale pour lui présenter 2 dégâts d'arcane, et un Frostbite. Déjà, vous allez à peu près savoir ce qu'il veut faire, parce que la question c'est, est-ce qu'il va réfléchir beaucoup, ou est-ce qu'il va dire, bon bah vas-y, je prends un Frostbite et je prends 2 points de dégâts. Est-ce qu'il va pitcher pour se protéger des dégâts d'arcane? Est-ce qu'il va avoir une réponse? Parce que parfois certains decks vont justement tech en réponse et prendre par exemple la ressource de la tunique, ou alors jouer un instant, ce genre de choses. Et après que vous ayez eu l'information d'Aether Ale qui vous a coûté une seule ressource, normalement il vous en reste 2, et là, vous activez le bâton et vous présentez 3 dégâts de plus. Et là, c'est à ce moment-là que vous allez acquérir les dernières informations dont vous avez besoin. Parce que normalement, si vous présentez 5 points de dégâts à votre adversaire, qu'il a déjà un Frostbite, vous allez assez vite savoir si l'attaque qu'il est en train de vous faire est la dernière du tour, ou si c'est la première et qu'il compte en faire une autre. L'intérêt d'avoir fait ça, c'est que vous obtenez des informations. Parce que si votre adversaire a choisi d'Arcane Barrière et de se protéger des dégâts, ça veut dire qu'il ne va rien faire d'autre de son tour. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas en danger.
Donc peut-être que vous pouvez conserver des cartes de votre main pour continuer à mettre la pression pendant votre tour. Ça peut aussi vous dire, si par exemple il a pris tous les dégâts et qu'il a gardé 2 cartes en main, qu'il va faire d'autres choses. Et donc là, il faut vous attendre au pire. Et donc il faut réfléchir, quelle carte est la plus importante dans ma main, laquelle est-ce que je voudrais conserver en arsenal, etc., etc. Du coup, vous comprenez que les non-attack action cards bleus qui coûtent 1 et qui ont un effet un peu sympa, c'est un peu les cartes les plus pratiques du deck. Parce que c'est celles que vous allez pouvoir jouer avec une bleue, vous allez pouvoir acquérir le plus d'informations, gêner le plus votre adversaire avec ces cartes-là. Et donc dans cette catégorie, on en a 3. On a Aether Ale, Cold Snap, qui en plus a un effet ajouté avec Polar Blast, qui est de piocher une carte si vous la jouez de l'arsenal, en plus de faire un Force Bite, et du coup Polar Blast dont je vous ai parlé. Polar Blast, ce qui est marrant, c'est que quand la carte est apparue dans les listes de Islander et qu'elle est devenue commune, ça m'a toujours fait rire qu'on propose à notre adversaire de rendre notre prochaine attaque Dominate alors qu'on est pendant son tour. Mais en fait, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que c'est une Ice, que vous allez piocher une carte, donc en fait la bleue que vous avez pitchée devient une énergie potion d'une certaine manière. Vous allez acquérir pas mal d'informations, vous allez pouvoir faire un coup de bâton, etc., etc. Donc ces cartes-là sont les cartes que vous allez jouer pendant le tour de votre adversaire pour Disrupt. Vous avez aussi d'autres cartes. Vous avez les fameuses cartes à 2. Donc vous avez Emeritus Scolding, Ice Bolt et surtout Channel Lake Frigid. Channel Lake Frigid, c'est la raison pour laquelle le deck existe, parce que c'est probablement la carte la plus forte du deck après les équipements. C'est une carte qui coûte 2 et Ice bloque 3, ce qui déjà est exceptionnel. À Go Again, et dit les cartes et les capacités activées des héros adverses coûtent une ressource de plus. Et elle a la mécanique de channel, des channels, qui consiste à mettre des cartes de l'élément du channel en dessous de votre deck pendant votre tour. Ce qui est important avec les cartes non-attaque bleues qui coûtent 2, c'est que vous allez prioriser les tours où vous avez votre tunique pour les utiliser. Parce que si vous avez pitché une bleue pour faire Channel Lake Frigid, si vous voulez aussi activer votre bâton, il faut pitcher une autre carte. Et à ce moment-là, on commence à perdre des ressources, donc on commence à perdre des points, donc c'est pas très efficace. Donc il faut utiliser la tunique. Il faut profiter de la tunique pour transformer une carte bleue en un Channel Lake Frigid et un coup de bâton. Parce que vous avez la tunique. C'est pareil pour Emeritus Colding, et c'est pareil pour Ice Bolt. Ce qui est important avec Emeritus Colding et Ice Bolt, c'est que ce sont aussi ce qui va vous permettre de tuer votre adversaire. Donc il est important en début de partie de les pitcher, de les préserver pour la fin de la partie, parce que c'est avec ça que vous allez tuer votre adversaire si vous arrivez au second cycle. Une autre carte très importante du deck, et qui est un peu... D'ailleurs, des gens vont probablement râler parce que je ne joue pas les 9 exemplaires, mais je préfère en jouer que 6, c'est Aether Icebane. Aether Icebane, c'est une des cartes les plus puissantes d'Islander parce qu'elle vous permet de récupérer la tempo très facilement. C'est une carte qui coûte 3, bloque 3. À Ice Fusion, ça signifie que lorsque vous la jouez, vous pouvez révéler une carte Ice de votre main qui va faire 5 dégâts d'arcane à n'importe quelle cible. Et si vous l'avez Fuse et que vous arrivez à faire des dégâts à un héros, il doit défausser une carte à moins qu'il paye 2. Aether Icebane n'est jamais, en tout cas pour la rouge, bloqué entièrement. Vous allez toujours infliger au moins un point de dégâts à votre adversaire et le forcer à cracher une carte de sa main. Et d'ailleurs, très souvent, contre Aether Icebane, les gens vont pitcher une bleue pour faire AB1 et payer les 2 qu'ils auraient dû payer au lieu de défausser une carte. Mais du coup, vous avez fait 4 points de dégâts et c'est énorme, et vous avez enlevé une carte de la main de votre adversaire. Et si vous ajoutez à Aether Icebane Insidious Chill, qui est une carte que vous allez vouloir setup pour pourrir justement votre adversaire quand vous arrivez à Ice Fuse, alors là vous commencez à arracher une, deux, parfois 3 cartes de la main de votre adversaire, et vous avez d'énormes opportunités pour continuer à conserver la tempo, lui mettre des dégâts pendant son tour, etc. etc. Du coup, Insidious Chill, je passe rapidement, c'est une carte bleue qui coûte 3, qui bloque 2, et qui lorsqu'elle arrive en jeu arrive avec 3 compteurs, et à chaque fois que vous Ice Fuse, vous enlevez un compteur pour faire en sorte que votre adversaire défausse une carte à moins de payer 2. Donc en fait, vous faites l'effet d'Icebane avant qu'Icebane ait lieu. Insidious Chill et Frostex sont 2 cartes importantes pour le deck, notamment parce que il vous les faut, enfin il faut que vous les ayez dans le deck pour éviter de mourir à la fatigue. Vous êtes un deck qui est assez sensible à la fatigue dans le sens où si votre adversaire choisit de tout bloquer, vous ne pourrez pas le tuer parce que vous n'avez pas d'armes. Donc vous avez besoin de Frostex et Insidious Chill pour détruire pendant un tour précis la main de votre adversaire,
en utilisant 3 Frostex que vous avez réussi à lui mettre pendant la partie, et Ice Eternal qui va générer énormément de Frostbite d'un coup et lui infliger plein de dégâts, en plus de déclencher tous les Insidious Chill et d'arracher la main de votre adversaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail du plan setup parce qu'en vérité il est assez simple, il consiste en premier cycle à jouer vos Frostex et vos Insidious Chill, à conserver un maximum de ressources en jeu, et à un moment, jouer Ice Eternal depuis votre arsenal en pitchant une bleue, révélant une Ice, généralement un Ice Eternal à X égale au moins 3, et si vous avez des énergies potions, plus. Vous allez activer un coup de bâton avec la Ice que vous allez révéler, et généralement vous allez présenter énormément de dégâts. J'ai pas les maths en tête parce que, pour être honnête, je n'ai jamais réalisé ce truc-là, mais considérez que ça fait énormément de dégâts et que normalement vous êtes assuré d'achever votre adversaire parce que vous lui arrachez la main avec les Insidious Chill, puis vous lui présentez des dégâts d'arcane et le bâton et tous les Frostbite qui vont trigger chacun sur chaque Frostex, puisque Frostex dit lorsqu'un Frostbite se détruit, au début de la end phase, il fait un dégât d'arcane à la personne qui est maudite par le Frostex. Et d'ailleurs, pour ce plan setup, c'est pour ça que vous avez 3 énergies potions qui ne sont pas là que pour ça, mais qui servent à ce plan setup. Voilà pour les cartes importantes du deck, et maintenant on va pouvoir passer aux cartes un petit peu à côté. Donc les cartes qui vont soit être là pour remplir des trous, soit être là parce qu'elles ont une utilité mais qu'elles sont un peu particulières. Brain Freeze par exemple est une carte exceptionnelle contre les decks aggro, parce que vous allez pouvoir acquérir des informations et surtout enlever parfois la carte la plus importante de la main de votre adversaire. La bleue qui coûte 0, ou alors une attaque qui allait vous gêner, etc. etc. Brother in Arms, pareil contre les decks aggro, est là pour rentabiliser un pitch que vous auriez pendant le tour de votre adversaire et que vous n'allez pas forcément utiliser. C'est excellent avec la tunique parce que ça fait un excellent bloc 4 avec une seule carte, mais en réalité vous allez trouver des occasions de pitcher pour Brother in Arms. De manière générale, c'est une bleue qui bloque bien, donc c'est pertinent. On a un Heart of Yandal qui est là parce que la partie va durer et que vous allez très probablement gagner des points de vie, et qu'en fait c'est une bleue qui fait au moins un point de plus lorsque vous la pitchez, donc c'est une bleue qui fait 4 de value, ce qui est très très bien parce que c'est toujours ce qu'on veut, être above rate. Et vous avez Frosting qui est une ice bleue bloc 3 qui fait 1 dégât d'arcane, que vous allez beaucoup utiliser contre Dromai entre autres parce que ça vous permet de tuer les Ashwing avant qu'ils aient go again, et donc ça vous permet de mettre fin à son tour, mais de manière générale, c'est une ice que vous allez utiliser pour Fuse, pour Pitch ou pour la jouer pendant le tour de votre adversaire, et qui ne vous coûtera pas très cher en ressources. On a aussi 2 cartes qui sont précises à la méta en ce moment, en fait, qui sont des cartes de tech. Donc vous avez 2 Warmonger Diplomatie, la carte dont tout le monde parle, parce qu'elle est très bien, mais surtout parce qu'elle pousse les decks qui en souffrent à jouer différemment, et c'est ça le plus important en réalité, qui va gêner votre adversaire. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer Warmonger's Diplomatie, elle est assez explicite en la lisant. Euh, un truc qui est assez amusant, c'est de jouer Warmonger's Diplomatie pendant le tour de votre adversaire, et donc le forcer à prendre une décision alors qu'il ne sait pas encore ce qu'il va piocher, et donc qu'il ne sait pas encore qu'est-ce qu'il vaut mieux sélectionner entre guerre et paix. C'est un des trucs qui est cool avec Islander, c'est que vous pouvez faire ça en plus de simplement jouer Warmonger's Diplomatie. Et j'ai ajouté Expose to the Elements, parce que pendant le quart de finale que j'ai joué pendant la PTI, je l'ai pris, Expose to the Elements. Alors j'ai réussi à me défendre, mais je me suis rendu compte du potentiel de la carte, notamment parce que ça pourrait gêner certains match-ups précis, et ça peut vous donner vraiment un avantage dans ces cas-là. Euh, le plus intéressant étant le miroir de Wizard par exemple, où vous allez pouvoir péter les Stormstriders, mais en vérité, il y a pas mal de match-up où ça va avoir une utilité, parce que vous allez détruire des équipements clés en fait. Vous allez détruire ce que vous avez envie de détruire, et ce qui est le plus important. Mais il faut faire attention parce que tous les match-up ne souffrent pas pareil d'Exposed to the Elements, et il vaudra probablement parfois mettre autre chose à la place. Du coup, maintenant que je suis passé sur les cartes importantes, intéressantes, ou les quelques cartes un petit peu particulières que j'ai dans le mainboard, je vais passer sur les équipements. Alors il y a des choses qui sont assez importantes avec les équipements, j'ai déjà parlé de Waning Moon, de Stormstriders, j'ai déjà évoqué la tunique. Sachez que la tunique est une pièce d'équipement particulièrement importante pour le deck, parce qu'elle vous permet de fluidifier des séquences, notamment des mains, parce qu'elle vous donne la ressource dont vous auriez besoin pour faire certaines choses. Ça va être parfois pour un Brother in Arms, ça va parfois être pour activer votre bâton, ça va être pour jouer une carte de votre arsenal, etc. etc. Vous voulez utiliser la tunique le plus possible, parce que vous voulez que la partie dure.
Donc la tunique est très importante pour ça. Vous avez aussi Iron Rod Gauntlet, qui est là parce que ça bloque 1, c'est tout, et c'est le plus important, parce qu'en fait vous voulez juste bloquer un breakpoint une fois dans la partie en n'utilisant qu'une seule carte de votre main, et vous allez pouvoir le faire avec Iron Rod, et du coup c'est très intéressant, et pour être honnête, il n'y a pas mieux lorsque vous voulez faire ça. Et vous avez la dernière pièce d'équipement, qui est une pièce assez importante d'équipement pour Islander, qui est Coronet Peak. Alors Coronet Peak, c'est un casque qui bloque 2, qui est Ice, euh, qui a Blade Break, c'est-à-dire qui se détruit lorsque vous avez bloqué, et qui surtout a une action où pour 3 ressources, vous allez demander à un héros ciblé de défausser une carte à moins qu'il paye 1. Et Coronet Peak, c'est le niveau 0 de la disruption que vous allez proposer à votre adversaire pendant votre tour. Dans le sens où, au mieux, vous voulez jouer Scar for a Scar et Fiandal Fighting Spirit pour lui arracher sa main, et au pire, vous voulez utiliser Coronet Peak pour lui enlever au moins une carte de sa main, et évidemment, évitez d'utiliser Coronet Peak quand votre adversaire a sa tunique up s'il joue la tunique. Donc Coronet Peak, c'est la carte que vous allez utiliser quand vous avez gardé qu'une bleue en main et une autre à arsenal, par exemple. Coronet Peak, ça va vous permettre de garder un Channel Lake Frigid pendant votre tour, parce que vous allez pitcher une Ice pour activer le casque, Ice que vous allez mettre en dessous de votre deck à la fin de votre tour pour garder votre Channel. Euh, L'intérêt de Coronet Peak, c'est qu'en plus, à un moment, elle bloque 2. Quand vous sentez que vous allez probablement pas l'utiliser ou que ça va plus avoir d'importance, n'hésitez pas à bloquer avec Coronet Peak, ou alors à faire un bloc efficace sur de gros breakpoints avec Dominate ou ce genre de choses. Mais prenez en compte que lorsque vous avez bloqué avec Coronet Peak, il va être beaucoup plus compliqué de conserver vos channels Lake Frigid. Du coup, je vais passer sur le side d'équipement et sur le side de manière générale. Alors sur le side d'équipement, vous allez avoir de quoi contrecarrer les decks qui font des dégâts d'arcane et les wizards, puisque le match-up wizard est un match-up qui est assez important, notamment les miroirs et canaux. Donc vous avez besoin de trucs pour vous protéger de ce match-up là, parce qu'en réalité, Islander a des match-ups assez favorables en fait contre pas mal des decks qui sont actuellement dans la méta. Les Runeblade par exemple souffrent énormément d'Islander, Usuri souffre beaucoup d'Islander, Bravo aussi. Lexi en souffre, mais c'est Lexi, donc ça tape tellement fort que c'est compliqué de l'absorber. Donc une Islander expérimentée sera à peu près capable de battre tous les decks du format. Parfois, certains match-ups seront plus durs que d'autres, notamment Dromike, très dur comme match-up. Mais vous avez des armes, vous pouvez vous dépatouiller, vous pouvez faire des choses avec le deck, et c'est aussi ça qui est intéressant. Du coup, pour vous protéger des dégâts d'arcane ponctuels, on va dire, ou qui ne seront jamais beaucoup plus élevés que 1, vous avez Alluvion Constellas. L'intérêt d'Alluvion Constellas, c'est que si on considère que votre adversaire va vous faire un dégât d'arcane par tour pendant son tour, et que vous allez vous protéger de ce dégât, en 2 tours, vous chargez votre Alluvion, et donc en 2 tours, vous pouvez enlever 2 compteurs énergie pour faire en sorte que votre bâton soit gratuit. Donc en fait, vous faites comme la tunique. Parce que du coup, votre Channel Lake Frigid vous coûte qu'une bleue, et vous faites AB1 avec la ressource qui reste, et du coup vous chargez votre Constellas qui vous permet de faire un coup de bâton pendant le tour de votre adversaire. Donc en fait Constellas représente plus de points sur le long terme d'une partie que la tunique dans le cas où vous préviendriez des dégâts d'arcane. C'est aussi très bien dans le match-up Wizard du coup. Et une des clés du match-up Wizard est d'éviter de charger le Constellas adverse quand vous arrivez à charger le vôtre en gros. Pour aller avec, vous avez Metacarpus Node, qui est une carte importante dans certaines situations, dans certains match-ups, notamment Dromai par exemple, qui va vous donner Arcane Barrière 1, qui du coup servira quand l'Arcane Barrière est présente, mais beaucoup moins importante que chez des decks comme Viserai par exemple, ou les Wizards, ou les Runeblade de manière générale, et qui du coup va vous permettre de vous protéger par exemple de Burn Them All, ou d'autres sources très ponctuelles comme ça. L'intérêt de Metacarpus, c'est aussi que ça vous permet de tuer votre adversaire lorsqu'il a un petit peu plus de points de vie, et donc de le mettre en danger plus rapidement. Et c'est important avec Islander de mettre votre adversaire en danger, de le faire sous-jouer, de le faire jouer de manière défensive, parce que vous pouvez le tuer grâce aux Storm Riders. Il ne faut pas aussi hésiter à utiliser Metacarpus, notamment contre Domai, pour tuer un dragon à un moment précis, parce qu'il vous empêcherait de jouer. Temai par exemple, ou Tomeltai s'il va détruire un équipement. Voilà pour Metacarpus. Et vous avez Arcanis Skullcap.
Alors l'intérêt d'Arcanist Skullcap, c'est que normalement, ça va toujours bloquer autant de points de dégâts que la coronée de pique. Mais ça va parfois vous offrir Arcane Barrière 3, qui est particulièrement intéressante contre les Wizards, parce que ça vous fait monter à Arcane Barrière 7 carrément. Vous n'allez pas utiliser les 7 points d'Arcane Barrière, mais au moins vous montez à 6, ce qui peut être intéressant. Et surtout, ça représente 3 points de vie au lieu des 2 de Coronet Peak, dans le cas où vous voudriez bloquer des breakpoints plusieurs fois, par exemple contre certains decks aggro ou contre des decks qui vont dominate, etc., etc. Voilà pour les équipements, et donc on va pouvoir passer aux cartes du side. Alors dans le sideboard, vous avez des choses assez classiques en vérité, il n'y a pas énormément d'originalité pour le sideboard. Vous avez 3 Command and Conquer, qui sont censés remplacer les Raging Onslaught dans le cas où le Command and Conquer aura plus de value que le Raging Onslaught, notamment contre les Rangers ou contre des decks aggro qui accordent beaucoup d'importance à leur arsenal parce que ça va leur permettre de faire des tours à 5 cartes, et vous voulez surtout pas que votre adversaire fasse des tours à 5 cartes. Vous avez 3 Think Below et 2 Fate Forcing qui sont là pour vous protéger des attaques qui ont dominate ou alors pour faire plus de value que votre adversaire avec une seule carte. Généralement, vous n'allez jouer que les Think Below et lorsque votre adversaire vous mettrait la pression avec des dominate, etc., vous allez ajouter les Fate Forcing. Vous avez aussi 3 Blizzards qui sont là contre les decks aggro, qui sont là pour empêcher votre adversaire de continuer à faire sa vie, mais qui ont un défaut, ils ne bloquent pas. Donc c'est intéressant, mais c'est à double tranchant. Il faut faire attention au moment où vous jouez votre Blizzard, pour pas que votre adversaire puisse le payer et vous mettre dans la sauce parce que vous avez une carte de moins dans votre main qui bloque, et ça vous mettrait en danger au niveau des points de vie. Donc Blizzard, c'est une carte assez particulière à jouer. Moi-même, je manque encore d'expérience et j'ai encore plein de choses à apprendre, mais c'est une carte très intéressante des match-up aggro et qu'il faut maîtriser avec Channel Lake Frigid pour gêner le plus possible votre adversaire et en tirer un maximum de value. Vous avez aussi 3 énergies potions qui sont là dans les match-up Wizard parce que c'est très 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 puissant d'avoir 2 ressources sur le champ de bataille à n'importe quel moment que vous pouvez utiliser pour protéger des dégâts d'arcane que votre adversaire essaierait de vous infliger. Et c'est aussi très intéressant dans le cas où vous seriez forcé de setup avec des Frostex et des Insidious Chill pour jouer un énorme Ice Eternal. C'est aussi le moment où vous allez jouer vos énergies potions. Pareil, en premier cycle, comme les Frostex, pour qu'arrivé au second cycle, vous puissiez tout de suite faire un énorme Ice Eternal et mettre votre adversaire dans la sauce. Et on a le dernier slot de sideboard, qui est un slot qui est un peu volatile pour le moment. Pour le moment, j'ai mis une Warmonger's Diplomacy, mais ça pourrait être d'autres choses. Vous allez rentrer Warmonger's Diplomacy contre les decks qui en souffrent énormément. Donc ce sera votre 3e exemplaire. Donc Lexi par exemple, enfin, les Rangers de manière générale, et les Runeblade souffrent énormément de Warmonger's Diplomacy. Ça a aussi une utilité discutable, mais ça existe contre Dromai, donc ne pas hésiter à la mettre pour empêcher votre adversaire de vous attaquer s'il comptait le faire avec plein de dragons et en jouer surtout. Voilà pour le deck. J'ai détaillé quelques plans de sideboard sur la liste que j'aurais mis en lien de cette vidéo. Je vous invite à les regarder, à les observer, à être d'accord ou pas d'ailleurs. Et de manière générale, je vous invite à faire des commentaires sur cette vidéo. C'est un exercice un peu particulier pour moi parce que Islander est un héros que je suis actuellement en train de prendre en main, donc il est possible que des choses que j'ai dit dans cette vidéo, je revienne dessus, donc peut-être qu'un jour je ferai une autre deck tech d'Islander pour revenir sur les quelques choses, si des choses ont changé, si j'ai changé des trucs dans ma liste, etc. etc. Mais vous avez là une version du deck et des explications qui, je l'espère, seront claires si vous voulez prendre le héros en main euh, pour Islander, avant qu'elle devienne Living Legend, parce qu'il ne faut pas traîner quand même. Et voilà, en espérant que vous puissiez geler vos adversaires au moment où ils voudraient vous attaquer et que vous amusiez bien avec celui-là. Euh, Merci de m'avoir suivi, merci d'avoir écouté cette deck tech, et je vous dis à une prochaine.